Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire Soutenir les jeunes face aux défis de la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet qui est absolument essentiel. Donc, l'objectif de cette rencontre, ça va vraiment être de mieux comprendre les difficultés que vivent les jeunes, d'apprendre à repérer les premiers signaux d'alerte en matière de santé mentale et surtout de savoir comment réagir en tant que parent, professionnel ou en tant que personne de référence. Donc, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Véronique Grange, qui va être notre experte et qui va intervenir donc sur le sujet. Véronique Grange est responsable du Conseil 147 et du Conseil aux parents du bureau suisse romande de notre organisation membre Pro Juventute. Mais avant que je lui passe la parole, je vais juste vous dire quelques mots sur Pro Familia Suisse. Donc, Pro Familia Suisse, c'est l'organisation fêtière nationale des organisations familiales. Notre mission, c'est de créer en fait des ponts entre les familles, les professionnels, la politique et l'économie pour que toutes et tous trouvent le soutien dont ils ont besoin. En fait, ce webinaire, il s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en ligne de notre nouveau répertoire des offres de soutien et d'information. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme en ligne qui regroupe les adresses et les contacts de tout plein de services publics, d'associations, d'organisations régionales qui sont actives dans le soutien aux familles en Suisse romande. Donc l'accès est simple, gratuit, sans publicité. Et en fait, le répertoire, il couvre et il contient les informations d'associations de plein de thèmes différents. Donc ça va de la santé mentale, comme on va en discuter aujourd'hui, mais aussi en fait d'associations qui sont actives dans la planification familiale, la garde d'enfants, l'aide aux victimes, l'éducation ou encore des questions LGBTQIA, de soutien financier même. Et donc, grâce à des filtres de recherche et aussi une carte interactive, c'est super facile de trouver l'offre la plus adaptée et la plus proche de chez soi. Donc, le plus simple, et je vous invite à le faire après le webinaire, c'est d'aller voir par vous-même sur notre site. C'est sur profamilia.ch, sous l'onglet Services, trouver de l'aide. Euh, et si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez aussi les poser à la fin de la réunion. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Véronique Grange. Petit détail technique encore, donc après sa présentation, on aura un petit moment pour répondre à vos questions. Donc pour ce faire, en fait, le plus simple, c'est que vous écriviez vos questions dans l'onglet Q&R, qui devrait être en haut de votre écran normalement. Et donc à la fin de l'exposé, on va rassembler ces questions et je vais les poser à Véronique. Donc merci encore d'être là et je laisse maintenant officiellement la parole à Véronique. Merci beaucoup. Alors, donc, bonjour tout le monde. Je vais juste chercher la présentation. Voilà. Et puis, il faut que je la mette. Hop, attendez. Question technique, là. Voilà. Voilà. Donc, je viens présenter un bout Pro Juventute, le travail qu'on fait. Après, comme l'a expliqué Mia, on va parler sur la santé mentale, des signes de repérage, mais aussi les levées d'accent qu'on a, et puis quelques ressources que je vous ai mis aussi en ligne. Donc tout ça est enregistré par ailleurs, hein. Donc voilà. Pour commencer, je juste, il veut pas, ça c'est clair. Il y a toujours des soucis techniques des fois. Alors on va là. Donc Pro Juventute est un service national, une fondation nationale qui est répartie dans des régions. Donc nous, on est en Romandie. Voilà, on est en Romandie et vous voyez, on est très nombreux. Ce qui est peut-être important aussi à dire là, c'est on travaille aussi avec des bénévoles sur certains projets dont je vous expliquerai juste rapidement. Et puis, on a un volume important de dons qui permettent de soutenir les enfants, des jeunes, mais aussi des parents en Suisse. Pourquoi il ne veut pas tourner? Mon slide, il ne veut pas tourner. Voilà. Au cœur de notre préoccupation, et puis les thématiques qu'on travaille, c'est le 147, que vous connaissez peut-être, mais que vous allez avoir plus d'informations aujourd'hui. Le conseil aux parents aussi,
on fait un travail politique comme Profamilia et on a des ateliers de prévention risque suicidaire que le canton de Vaud a souhaité qu'on mette en place. Nous avons aussi un travail autour de la petite enfance. Ben là, on retrouve le conseil aux parents, mais on a aussi pour les parents parmi vous, vous les connaissez peut-être, des messages aux parents. Ces supports écrits, ces messages que vous pouvez recevoir notamment à la naissance d'un enfant. Et on a mis en place un app parental, mais qui est pour des personnes de langue étrangère. Nous travaillons sur les compétences numériques, qui est aussi un grand sujet dans notre société aujourd'hui. Pour les parents, on fait des ateliers en ligne et puis on participe à des tables rondes. On a aussi des médias mentors dans les écoles où les jeunes, l'importance là-dedans, c'est que les jeunes apprennent à utiliser les supports, les écrans et les apps de manière positive pour eux et puis de manière aussi conscientisée et responsable. La transition école-métier est un projet en Suisse romande où on va soutenir des jeunes dans les écoles qui sont dans cette transition d'aller vers un métier, mais qui ne sont pas à l'aise dans les entretiens d'embauche, ou aussi de préparer leur dossier de candidature. On a aussi d'autres programmes comme Futur Pro où on travaille avec des jeunes qui sont en difficulté scolaire et qui ont besoin d'un dispositif un peu plus particulier ou différent pour pouvoir évoluer et aller vers le marché du travail. Voilà, et tout ça est très important pour nous, c'est dans la participation. Donc on a autant la participation des jeunes, sans eux ça ne va pas, mais aussi des bénévoles qui soutiennent les projets qu'on a et qui participent à ces projets. Le 147, donc c'est une ligne téléphonique d'abord, mais aussi par écrit, par le WhatsApp ou même des emails, qui est à disposition des jeunes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les écrits, vous voyez, on les réduit parce que dans la nuit, on n'a plus que le téléphone à disposition. Et il y a aussi Internet où il y a beaucoup d'articles où on peut vraiment aussi référer des jeunes qui ont des préoccupations diverses pour aller déjà aller lire un peu dans les thématiques qui sont proposées et pour réfléchir déjà à des éléments qui les préoccupent comme les relations, la sexualité, des questions aussi autour du rapport avec les parents, par exemple. On a le conseil aux parents, qui est une autre ligne téléphonique, mais le même principe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les écrits, avec beaucoup d'infos en libre accès sur Internet, où il y a régulièrement des nouveaux articles, il y a aussi des ressources qui sont indiquées là, que vous pouvez consulter. Tout ça est important aussi de dire que c'est confidentiel et gratuit. C'est un service qui existe depuis plusieurs années dans toute la Suisse. On a développé aussi le chat entre pairs, qui est un service, vous voyez, le lundi soir, il y a des jeunes entre 17 et 24 ans qui sont à disposition des jeunes et c'est un échange direct qui a lieu. Les jeunes qui sont bénévoles, qui répondent aux d'autres jeunes qui leur écrivent, ils sont accompagnés par un conseiller du 147 pour des moments où il y aurait des situations trop complexes ou trop difficiles, où ils peuvent donner un appui aux jeunes qui sont en présence dans nos bureaux. Voilà quelques chiffres par rapport au volume d'appels qu'on a chez nous. Donc, il y a au niveau suisse, vous voyez, en 2024, donc on suit beaucoup de stratégies. On a beaucoup de statistiques, pardon, je cherchais le nom. Ça veut dire quand quelqu'un appelle ou quand quelqu'un a écrit, on a tout de suite une fiche qui s'ouvre et on recense les données les plus essentielles. Est-ce que c'est une jeune fille, quel âge, quand on le sait, parce qu'on ne le sait pas forcément toujours, et puis quelle problématique, parce qu'on va faire après le recensement des appels, l'accessibilité, est-ce qu'on a répondu à tous les appels, à tous les écrits, et puis vous voyez qu'en Suisse romande, l'année passée, on a eu environ 190 appels ou contacts, hein, parce qu'il y a aussi les écrits par semaine. Il y a vraiment mon ordi qui ne veut pas, je suis désolée. Voilà. Les préoccupations, donc les statistiques en fait nous permettent de faire un peu un paramètre. Et vous voyez ici qu'en 2024, il y a eu
en particulier, ça fait quelques années déjà, le problème personnel, des problèmes personnels qui sont énoncés, mais qui vont aller du questionnement sur soi, parce qu'on est aussi dans l'âge d'adolescence, donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de changements. Il y a par rapport aussi des problématiques de sommeil, ça c'est souvent lié au stress, ça va pas à l'école, ça marche pas avec les relations aux autres. Il y a des états dépressifs que tout le monde peut connaître et puis on n'est pas bien et puis on a besoin de discuter peut-être avec quelqu'un qui est plus neutre. On a aussi des troubles alimentaires mais des pensées suicidaires. Ça, on reviendra là-dessus par rapport à la santé mentale. Il y a des préoccupations autour de la famille, mais là, ça peut être des inquiétudes par rapport aux parents. Ils ont le souci, il y a des conflits, ça se passe mal entre les parents, donc eux, ils vivent ça et puis ils viennent questionner, déposer aussi des préoccupations, voir aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Il y a des questions autour de l'argent de poche. Et puis parfois, quelqu'un qui dit, enfin, qui appelle ou qui écrit en disant, voilà, j'ai fugué, ça va pas, et puis on peut échanger avec la personne, voir aussi sa situation. Des amitiés, alors ça, vous allez me dire, même dans l'enfance, mais beaucoup dans l'adolescence, ben, il y a des amis qui partent à l'étranger, par exemple, ou il y a des ruptures amoureuses. Donc il y a tout ça aussi qui est abordé au 147. Et puis des éléments autour de la violence, donc un peu plus dans les dernières années autour de la cyberharcèlement, l'intimidation, mais aussi des violences vécues par soi ou vécues dans la famille, où il y a aussi des jeunes qui appellent parce qu'ils ont du souci pour un autre jeune qui leur est proche. Voilà. Et puis il y a parfois aussi des questionnements autour de la police, des procédures pénales dans lesquelles ils sont concernés. Les interventions de crise, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc la priorité, c'est l'échange, c'est d'écouter, c'est de regarder quelles ressources la personne elle a déjà dans son environnement par rapport à lui-même. Donc, ça peut être des ressources à l'école, comme des médiateurs scolaires ou l'enseignant, une personne de confiance qu'elle a dans l'environnement familial. Mais après, on peut aussi l'orienter s'il y a par exemple des soucis autour de la violence parentale. C'est de dire aussi qu'il existe la vie, par exemple, où ils peuvent parler avec leur papa ou leur maman de ce service qui existe. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse mobiliser, enfin que le jeune peut mobiliser des ressources autour de lui, vu que nous on est à distance et puis qu'on est un service de bas seuil en fait, comme on dit. Et puis ça arrive par contre qu'on fasse des interventions de crise et concrètement ça veut dire que par exemple, quand quelqu'un nous parle des pensées suicidaires et puis qu'il est en train d'être au bord du rail, ben là, on va discuter avec la personne, on va voir où elle en est, si elle peut, voilà, qu'est-ce qu'elle a besoin, si elle est OK quand on appelle par exemple la police, qui eux peuvent localiser la personne et qui viennent à son secours. Voilà, donc ça, c'est des choses, donc ça s'appelle des interventions de crise chez nous. Ça peut aussi arriver quand on a quelqu'un au bout du fil qui dit, voilà, je me suis blessée, je saigne, ça va pas du tout, j'arrive pas à appeler l'ambulance, est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Donc ça, on évalue aussi dans la situation parce qu'on va pas appeler l'ambulance pour appeler l'ambulance. Donc est-ce qu'il y a vraiment cette situation dont elle nous parle? Pourquoi elle est dans cette situation? Et puis, on va pouvoir appeler aussi l'ambulance. Il arrive aussi qu'on fasse, par exemple, avec la police, des conférences, parce qu'on a un système informatique qui permet d'avoir un échange avec la personne concernée et le service externe et puis nous. Vous voyez qu'il y a une augmentation. Alors ça, c'est souvent, l'augmentation est souvent liée aussi au fait qu'on devient plus connu ou qu'il y a plus d'appels en fait. Et puis là, le 25%, c'est au niveau de toute la Suisse, hein, c'est pas que la Romandie. Alors, le sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est la santé mentale. Donc là aussi, Pro Juventute est vraiment une adresse, notamment le 147, une adresse qui est transmise au niveau scolaire aux élèves, qui est aussi dans les cabinets médicaux pour dire, voilà, on est là, vous pouvez nous accueillir, vous pouvez nous contacter. On est des adultes professionnels qui sont à disposition 24 heures sur 24 pour toute question. Et puis c'est vrai, la santé mentale, bah, ces dernières années, ça a pris plus d'ampleur. C'est, je dirais aussi lié au fait que c'est quand même l'adolescence. À l'adolescence, il y a beaucoup qui se passe, comme je viens de le dire avant, et ça a toujours été et ce sera toujours. Voilà.
Après, nous avons fait une étude jeunesse l'année passée, aussi parce qu'il y a eu justement beaucoup plus d'appels, et puis c'était un peu de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis l'ancrage était un peu de voir qu'est-ce qui stresse les jeunes aujourd'hui. Et puis un des constats qu'on a pu savoir autour de la santé mentale, donc il y a eu passé 1100 jeunes qui ont été sollicités entre 14 et 22 ans pour savoir comment ça va. Et puis, donc là, on voit quand même une grande majorité va bien. Donc 80% vont bien. Et puis, il y a une minorité qui a dit ça va pas et qui a pu exprimer aussi qu'est-ce qui va pas. Donc, dans les sources de stress, on voit beaucoup, c'est cette pression aussi de l'excellence en fait, et puis aussi de réussir. Il y a tout simplement l'examen, hein. Donc soit il y a des difficultés à la base au niveau scolaire et c'est difficile de se préparer à un examen, aussi la crainte ou l'angoisse de réussir, de ne pas être à la hauteur. Il y a ces exigences qui sont vécues parfois très élevées par rapport à l'avenir professionnel, de ne pas savoir quoi faire, d'essayer de trouver, par exemple, une place d'apprentissage et pas de la trouver. Il y a des pressions liées à cette performance qu'on sent dans la société aussi, qui peut les affecter déjà assez tôt aussi. Et puis autour de l'argent, mais qui peut être l'argent aussi, le souci qu'il n'y a pas assez d'argent dans la famille. Ou puis aussi pour soi-même, aussi de savoir mais comment gérer l'argent. Voilà. L'incidence du stress sur les jeunes, si on compare ça avec nous, c'est assez compréhensible. Le stress, ça irrite, ça fait des troubles de sommeil, ça fait, donne le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être dépassé, de ne pas savoir comment faire, d'être entre guillemets paumé. Il y a aussi, comme ça rumine pas mal, aussi le souci autour de la concentration. Donc on n'arrive plus à se focaliser sur quelque chose. On aimerait réussir mieux, puis on n'arrive pas. Les stratégies, ça a été aussi demandé, mais comment vous faites face au stress? Donc là, on voit que les filles et les garçons qui ont répondu, ou les jeunes gens qui ont répondu, ils ont des ressources. Euh, il y a beaucoup des ressources qu'on connaît pour se détendre, comme la musique, aussi parler avec des amis, changer des idées, donc par l'humour, de la distraction. Euh, il y a aussi, comme les supports existent, l'Internet, les jeux. Et puis, ce qui est réjouissant, c'est que ils disent il faut positiver quand ça va moins bien. Voilà, le bien-être psychique. Donc, dans cette étude, on a donc vu qu'il y a 88% des jeunes qui disent que ça va bien au niveau psychologique. Il y a une trentaine qui parlent, 30%, pardon, qui parlent sont souvent fatigués, épuisés. Mais ça s'explique aussi justement par cette rumination, cette sensation de ne pas être à la hauteur ou d'avoir aussi des craintes ils sont aussi en train d'apprendre hein, dans la vie, donc des fois aussi de de pas savoir comment faire et puis d'être un peu en difficulté par rapport au manque de ressources aussi qu'ils ont, eux, à leur disposition dans leur vie à eux, dans leur évolution personnelle, mais aussi autour d'eux. Et puis, on voit aussi qu'il y a pas mal de filles qui disent qu'ils sont bien épuisés et les garçons un peu moins. Alors là, c'est de nouveau, et ça, vous verrez aussi par la suite, on a pas mal de différences entre les filles et les garçons, mais c'est aussi parce que les filles, elles viennent plus souvent. Donc, pour Juventude, à 2 tiers des jeunes qui appellent ou avec qui on a des contacts, c'est des jeunes, c'est des filles, parce qu'elles sont vraiment plus habituées aussi à parler ou aisées à parler. Elles ont beaucoup réfléchi, elles ont déjà échangé avec d'autres amis. Et les garçons, là, par exemple, on voit qu'ils sont plutôt silencieux, aussi sur des questions ou des préoccupations très personnelles. Après, ce qui m'importait aussi de vous transmettre, on a vu aussi comment ça se passe. Est-ce que vous avez des soutiens par rapport à vos préoccupations dans l'environnement familial, vos parents, vos amis? Et puis on voit que nombreux jeunes disent que ça se passe bien et que c'est important, la relation à leurs parents, que c'est important pour eux aussi par rapport à leur bien-être, mais ça veut dire aussi, en l'inverse, que si ça se passe pas bien chez un parent, eux aussi, ils se soucient. 55% déclarent qu'ils peuvent compter sur leurs parents. Donc ça, c'est aussi important parce que quand on pense à l'adolescence, à tous ces conflits qui peuvent exister, parce qu'il y a confrontation, parce qu'on grandit, parce qu'on se aiguise aussi au sein de la famille sur les positionnements à prendre, à évoluer, à réfléchir. Donc c'est assez réjouissant de voir, même si on pense que nos enfants
nous apprécient moins à un moment donné, ben non, ils comptent sur nous et c'est important pour eux. Et puis là aussi, c'était une question qui s'était posée. Est-ce que vous avez l'impression d'être compris par vos parents? Est-ce que, voilà, dans le soutien que vous avez besoin? Et puis là, on voit qu'il y a quand même beaucoup qui disent que oui, leurs parents sont là et puis ils peuvent compter sur eux. Euh, et puis vous verrez, ce sera quelque chose d'important aussi dans les ressources on peut avoir à disposition quand on parle avec un jeune qui est en difficulté. Et puis la majorité des jeunes disent qu'ils peuvent compter sur leurs collègues. Alors ça, par exemple, au 147, on entend souvent ça aussi, hein, que d'abord ils parlent avec leurs amis et puis qu'après il vient ce moment où ils ont le souci de trop les charger, que ça peut tourner en rond, qu'en fait ils savent pas non plus comment faire, ou ça engendre aussi des soucis chez eux. Qui viennent nous appeler, nous, en disant, bah voilà, j'ai fait le tour, je ne vais pas trop les charger, donc je sais que vous êtes là, donc je m'adresse à vous avec mes préoccupations personnelles. Donc la santé mentale, alors, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Donc il y a beaucoup de choses qui est écrit autour de la santé mentale, mais on a aussi l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'en fait le bien-être, un état, et la santé mentale est en fait un état de bien-être dans lequel on peut être soi-même. Donc, pas du tout la maladie, hein, mais quelque chose où nous, on est en équilibre, on est à l'aise, on est satisfait. Il y a des moments qui sont plus difficiles, mais on sait faire face. Euh, on est entouré, on sait comment mobiliser des ressources, on est ancré dans un travail, on est relié à d'autres personnes, d'autres systèmes. On peut participer et contribuer à la vie sociale par différents moyens et à différents niveaux. On est dans des bonnes relations pour nous, hein, dans notre sentiment et dans notre perception de bonnes relations. Et puis, on peut gérer nos émotions positives et négatives. C'est vrai aussi que la santé mentale peut varier au cours de la vie. Donc, si je fais lien avec l'adolescence, moi, c'est vraiment une période de la vie qui est bouleversante, qui bouleverse. Donc, c'est clair que là, il y a la santé mentale, elle est plus vulnérable. On va être des moments confrontés à des grandes tristesses, des superbes joies aussi, à des questionnements hyper profonds sur la vie, sur son chemin, sur qui on est. Il y a le physique aussi qui évolue, qui grandit, qui questionne, qui peut faire peur. Enfin, il y a plein de choses là qui se passent. Et puis au niveau de la santé mentale, voire psychique, c'est aussi comment on est entouré, et puis qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement et qu'est-ce qu'on peut aussi, donc autant dans les ressources donc d'ouverture, mais aussi de fermeture, hein. Donc si vous avez par exemple des règles familiales qui vous enferment alors que vous avez besoin de vous développer, c'est aussi difficile et ça peut aussi charger la santé mentale. Donc ça, c'est plus une remarque générale. Tout le monde passe dans des périodes difficiles qui peuvent affecter la santé mentale euh, périodiquement ou ponctuellement. On va parler du problème psychique davantage au moment où ça s'installe un peu, ça prend de l'ampleur, c'est régulier, il n'y a pas d'ouverture, enfin, il n'y a pas d'allègement, et puis que ça tienne dans la durée. Alors ça, il y a aussi ça c'est plus médical, il y a plus d'indications là aussi pour dire, voilà, ben là, il y a quelqu'un qui est vraiment affecté dans sa santé mentale, et un conseil et d'aller voir un médecin qui va pouvoir évaluer qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment aussi des phases, transitions qui peuvent pas encore dire qu'il y a vraiment la santé psychique qui est atteinte. Alors, je me sens mal dans la santé mentale. Donc, qu'est-ce que les jeunes disent? Il y a le stress, l'anxiété, la dépression, il y a de l'automutilation. Donc, c'est quand ils commencent à se faire du mal. Et puis ça, souvent, c'est lié aussi, soit c'est une expérience à faire, soit ils ont entendu autour d'eux que voilà, se scarifier, par exemple, ça fait du bien. Parce que c'est vrai, quand tu es dans ton âme et tu as ta pensée, tu es chargé, à un moment donné, si alors avant qu'on s'automutile, on peut aussi dire prends un élastique et laisse-le claquer sur ton poignet et puis ça fait mal. Donc c'est vrai que la douleur va se centrer là et puis c'est plus, tu es déchargé dans la douleur de la pensée ou de la... Il y a aussi tout ce qui est dans la relation à l'autre, la dépréciation, quand on n'est pas, enfin aussi harcelé par exemple, ou on n'arrive pas à créer un réseau d'amis.
Donc ça charge la santé mentale. Il y a des troubles psychiques qui peuvent se présenter ou se développer aussi à cet âge. Des troubles alimentaires, ça peut être lié à soi-même, hein, mais aussi des images qu'on a dans les revues, enfin, des choses que vous avez certainement aussi déjà entendues et qui sont assez stéréotypées ou classiques, mais c'est une réalité. Et puis bien sûr, les pensées suicidaires qui sont, aujourd'hui on parle, il y a des idées, mais il y a aussi vraiment des souffrances où la personne ne sait plus comment faire ou trouve plus d'issue ou a essayé plein de choses et puis qu'en fait la souffrance elle devient insupportable où on commence à penser à disparaître, à plus être là, voire même jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand le jeune parle de suicide? Euh, Ce qui est important, c'est d'accueillir et valider la souffrance ou la préoccupation qu'elle a, hein. Euh, des fois, c'est difficile parce que le jeune qui vient vous parler de ça, quand il parle de ça, on voit bien d'exprimer ses pensées suicidaires, c'est déjà très, très difficile pour lui ou pour elle. Et puis en même temps, c'est très chargé. Donc, soi-même, en face, on peut aussi dire, oh là là, j'aimerais pas du tout entendre ça. Mais l'idée, c'est d'accueillir, de dire, voilà, je vois que ça va pas. Explique-moi aussi qu'est-ce qui se passe, euh, comment, enfin, qu'est-ce qui se passe d'une part, et puis qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as déjà fait, comment on peut réfléchir ensemble, quoi faire, qui peut être trouver des petites astuces pour, par exemple, c'est dit, mais moi je pense à ça parce qu'en fait je suis toujours stressée, j'arrive pas à me calmer, déjà de dire, voilà, ben, comment tu respires, faire des exercices de relaxation, euh, apprendre à faire ça parce que c'est pas, on sait pas ça comme ça soi-même forcément. L'idée, c'est aussi de pas rester seul quand vous avez des jeunes qui vous en parlent. Donc, comment vous, vous pouvez aussi trouver des ressources qui vous soutiennent dans la nécessité d'être là pour un jeune. Donc, d'avoir un appui, vous pouvez débriefer, vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, aussi avoir d'autres idées, parce que parfois, c'est tellement chargé que on reste un peu bloqué soi-même. Euh, Proposer de chercher de l'aide ensemble. Donc là, c'est vrai, ben, là aussi, on voit bien, dans certaines générations, on a de la peine d'aller solliciter un médecin psychologue, ou enfin un médecin psychiatre ou un psychologue. Les jeunes sont un petit peu plus ouverts parce qu'ils sont plus habitués à ça. Il y a aussi les réseaux sociaux qui en parlent, donc ils sont un peu plus ouverts, mais faire le pas reste toujours très difficile. Et puis il y a toujours, quand on en parle, par exemple aussi au 147, il y a toujours l'image, oui, mais je suis pas fou. Et puis c'est vrai, on n'est pas fou parce qu'on a des pensées suicidaires ou on a des troubles psychiques qui arrivent. Voilà. Mais c'est de savoir, ben, là, il y a des professionnels spécialisés dans ces préoccupations et puis qui ont beaucoup de ressources et qui peuvent aussi nous aider à nous situer dans où on en est. Donc, là aussi, par exemple, nous, ce qu'on peut faire, par exemple, au 147, c'est de mettre en lien la personne ou le jeune avec son médecin traitant, de rappeler qu'il est là, aussi de voir à quel médecin il pourrait aller. On a aussi, comme Profamilia, un référentiel où on a des données vers qui il peut s'adresser. Et puis, parfois, on reste en contact avec la personne jusqu'au moment où il nous confirme qu'il a vu le médecin. C'est juste pour faire un lien et puis l'accompagner sur ce bout-là. En tant que professionnel, si vous êtes professionnel, c'est aussi parce qu'on peut être confronté à la situation où le jeune vient et puis nous dit, il faut mais dire à personne, donc de dire aussi au jeune, mais on ne peut pas garder ce secret parce que c'est trop important, tu es important, et puis on va en parler, mais on va aussi regarder ensemble comment on va le faire, comment moi je peux te soutenir de parler par exemple avec tes parents ou justement avec le médecin si c'est trop difficile, voilà. Et puis aussi important, quand on a eu ces genres de discussions, de rester à l'écoute, mais aussi de solliciter, revenir vers le jeune pour voir comment ça va. Ça va être très important parce que quand ils sont pris par ces pensées suicidaires ou par ces préoccupations qui sont fortes, hein, il n'y a pas besoin d'avoir que des pensées suicidaires, mais quand ils sont là, ils sont vraiment dans leur bulle et puis c'est difficile aussi pour eux ou ils vont même pas penser de venir vers nous. Donc d'être là, de dire voilà, l'extérieur existe, on est là, tu es important pour nous, on est préoccupé pour toi ou je suis préoccupé pour toi, c'est important. Même si le jeune, après, il va pas forcément revenir ou vous donner plein de nouvelles, mais qu'il sache que vous êtes là.
Voilà, quelques idées reçues par rapport à tout ça, et puis des rectifications. Donc, par rapport aux pensées suicidaires, souvent on se dit, oh là là, mais si on va en parler, ça va engendrer plus d'idées par rapport à ça, aussi plus d'idées de comment faire si on veut passer à l'acte, hein. C'est faux. Les gens, on a vu ça aussi, il y a eu plein de recherches en psychiatrie, c'est parfois plus difficile pour nous que pour les gens qui sont concernés parce que ça leur pèse tout ça. C'est vraiment très, très lourd et puis de pouvoir en parler avec quelqu'un qui prend le temps, qui réfléchit avec eux, qui peut aussi dire, voilà, ben là, là c'est dur pour moi aussi, ou ben là, je sais pas trop, mais on peut en parler, ça soulage et ça ouvre des perspectives. Parce que quand on est dans des pensées suicidaires à tel point qu'on pense à passer à l'acte, c'est vraiment, on n'a plus d'autre solution. Alors, les personnes qui se suicident ont souvent parlé. Alors, il y a des gens qui en parlent, des gens qui en parlent pas. C'est plutôt des signes qu'on va voir qui se passent, mais en général, ils nous font quand même des remarques. Si on est, voilà, si on est attentif ou si on peut, si on connaît un petit peu plus ça, on va aussi voir qu'il y a des signes qui sont présents et on peut plus aussi aller vers la personne et aborder le sujet avec la personne. Souvent, on a un peu peur de ça. Je pense aussi parce qu'on est aussi très respectueux de la personne, on rentre dans sa intimité, mais si on est préoccupé par quelqu'un qui pourrait avoir des pensées suicidaires ou de longue, enfin, quelqu'un qui est très préoccupé, d'aller lui parler, la seule chose qui peut nous arriver, c'est qu'elle refuse de nous parler. Mais sinon, ça va lui aider à ouvrir s'ouvrir à la parole. Alors, les personnes suicidaires, des fois on dit c'est des lâches, ils n'ont pas été courageux de faire face à leurs problèmes. Et puis en fait, aujourd'hui aussi avec la recherche, avec tout ce qu'on sait par rapport à ces problématiques aussi de problèmes psychiques, c'est que c'est vraiment très lourd et c'est de la souffrance. Et puis il n'y a plus d'autre issue. Donc c'est ni des gens lâches, ni des gens courageux, c'est des gens qui ont été trop en souffrance et qui n'ont pas eu des ressources en eux ou autour de eux, avoir une écoute pour voir d'autres solutions ou d'être accompagnés à travers des moments tellement difficiles. Alors, ce qui est sûr aussi, le suicide n'est pas un choix. Même s'ils disent, voilà, je choisis ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'autres possibilités, comme je l'ai déjà dit. Euh, c'est vrai aussi qu'on peut on a à disposition plein d'actions qu'on peut faire en soi, hein. C'est déjà prendre le temps, faire une activité, regarder justement, comme j'ai dit avant, comment faire pour accompagner une personne à faire des démarches concrètes. Il y a plein de choses qu'on peut faire, euh, mais ça veut dire aussi qu'on se prend le temps pour la personne. Je voulais aussi parler des violences et abus parce que c'est quelque chose qui charge beaucoup aussi les jeunes, euh, comme les adultes d'ailleurs, hein, dans la vie au niveau de la santé mentale. Donc là aussi, il y a des violences psychiques qu'ils vivent, eux. Donc il y a tout ce qu'on entend aussi dans la presse actuellement, des harcèlements, la cybercriminalité, où on est en échange avec quelqu'un et puis on lui transmet des données personnels et puis ils sont mis dans le réseau, ça charge énormément les jeunes parce qu'ils sont beaucoup sur le réseau aussi et puis ils savent aussi ce que ça veut dire. Il y a des éléments d'insultes, d'humiliation, quand on se fait engueuler en permanence, ça charge la santé mentale. Il y a des violences physiques, vraiment alors des fessées, vous allez me dire parfois c'est peut-être très légitime et OK en soi, mais si c'est continu, si c'est non sensé pour la personne, si on ne sait pas expliquer, ben ça charge, non seulement ça fait mal, ça charge aussi dans sa santé mentale. Au niveau de la violence sexuelle, donc il y a des attouchements, des viols, des harcèlements, donc des choses assez fortes, mais qui arrivent aussi, notamment à des enfants, voire à l'âge de l'adolescence, parce qu'on est en développement aussi physique et on attire les regards des autres. Donc tout ça, ça affecte aussi la santé mentale et souvent, par exemple au 147, quand ils en parlent, là aussi de nouveau, c'est hyper difficile d'en parler, donc c'est très courageux des personnes qui prennent contact avec nous. Et ce qu'on voit, c'est que c'est aussi très, il y a beaucoup de loyauté, il y a beaucoup de non-compréhension, donc c'est aussi important de parler et de quittancer, par exemple, si ils disent, mais moi je trouve que c'est pas juste, je me sens pas à l'aise, bah, quittancer qu'effectivement, c'est juste de pas être à l'aise parce que c'est pas OK, voilà. Euh,
Donc, par rapport à un jeune en souffrance, donc, ce qui se passe, c'est un petit peu moins visible dans un premier temps, c'est leurs pensées. Il y a des choses qui commencent à ruminer, qui sont de manière générale assez normales, parce que c'est des questions qui se posent. Euh, et puis après, c'est des choses qui deviennent plus amples, parce que c'est quotidien, c'est X fois par jour. Voilà. Euh, Comme par exemple, euh, je souris, mais en même temps, je souffre. Puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire souffrir? Des fois, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur les émotions qu'ils vivent. C'est une lourdeur. Voilà. Donc, il y a des pensées d'abord où on n'a pas forcément accès. Après, il y a des paroles. Donc, ils peuvent, par exemple, dire qu'ils sont fatigués, qu'ils se retirent. Quand vous échangez aussi, vous demandez, mais pourquoi t'as pas invité tel et tel copain? Et puis qui disent, mais non, je suis mieux tranquille. Voilà. Et puis bon, après des expressions plus explicites, hein, comme ma vie est inutile. Voilà. Donc ça, c'est tous des signes. Des fois, on est là, puis on entend, puis on dit, oui, oui, mais bon, c'est un passage où, écoutez, moi j'ai aussi déjà réfléchi ça ou vécu ça, mais c'est pas vrai. Donc on est beaucoup dans cette réaction. Mais si on se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ben, ça peut changer, ça peut ouvrir à la discussion. Et puis après, c'est des signes très concrets, c'est le repli sur soi, l'isolement. Vous avez un jeune qui vient à la maison et puis il s'enfile tout de suite dans sa chambre. Alors, on peut avoir le souci qu'il est sur les écrans, mais en même temps, il s'isole. Euh, et puis, il n'est pas communicatif. Les garçons, parfois, ils sont plus agressifs. On va plus voir ça, ils sont très irrités. Il y a l'augmentation de consommation ou l'entrée dans la consommation d'alcool ou de substances. L'automutilation comme on avait avant, ça c'est plus un peu le signe des filles. Et puis des absentéismes. Alors là, on a entendu dans la presse beaucoup l'école. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Il n'y a pas que la santé mentale qui fait qu'on prend des distances, c'est que c'est des fois aussi trop difficile, où on est préoccupé par ce qui se passe à la maison, puis on préfère rester à la maison. Il y a des signes tout simples aussi de perte de poids. Alors là aussi, important, parce que ça peut être plein de raisons, hein. C'est quelqu'un qui dit, mais moi, je veux plus, je me sens pas bien dans mon corps, je mange trop, donc je mange moins. Mais ça, c'est toujours aussi des signes qui sont pas ponctuels, qui prennent de l'ampleur, et puis que vous allez voir aussi affecter le jeune ou l'enfant, comme la perte, enfin, la perte de sommeil ou la fatigue qui est importante, ou par exemple, un enseignant peut vous solliciter en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'endort à l'école. Voilà, donc ça, c'est des signes concrets. Euh, des jeunes en difficulté, ce qui est, voilà, ce qu'on voit, nous, ce qui est important, puis ce qu'on sait aussi dans l'accompagnement des personnes, notamment qui ont des risques suicidaires, c'est l'écoute qui est hyper importante. Euh, c'est moins important de savoir quoi dire. Donc, des fois, on est là en train de trouver des solutions ou d'être dans un échange, tac, tac, tu me dis ça, je te dis ça. Mais en fait, parfois, c'est très important d'écouter, de re-questionner, mais qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'est aussi difficile pour eux de mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, quand il y a quelqu'un en face, ça permet de clarifier les choses, d'expliquer, de mieux comprendre aussi, de prendre conscience moi-même hein, de ce qui m'arrive. L'empathie, bien sûr, c'est-à-dire de aussi être accueillant dans ça, puis aussi de pouvoir dire, bah là, wow, wow, tu vis ça, ah bah oui, je comprends que ça, c'est lourd pour toi. Et puis après, on peut partir sur comment alléger tout ça ou comment traverser, parce que parfois, c'est vraiment des périodes à traverser. Le non-jugement, donc pas aussi dire, bon, voilà, t'as 15 ans. Tu verras quand tu as 30 ans. Enfin voilà, ça c'est des petits exemples comme ça. Vraiment d'être dans cette posture d'accueil et d'ouverture à l'autre, ce qui n'est pas toujours simple, hein. Je vais juste vous dire aussi, c'est pas que simple parce que ça nous demande beaucoup aussi et puis ça nous préoccupe parce que quand le jeune commence à nous dire comment ça va au niveau de sa santé mentale, ben, on est très vite en souci. Voilà. Et puis selon la relation que vous avez avec le jeune, ben, vous êtes très impliqué dans son bien-être. Voilà, comme on a dit avant, on proposait de chercher des ressources, aller sur Internet, voir mais qu'est-ce qui se dit, par exemple, aller voir sur Internet le 147, qu'est-ce qui est écrit là. Il y a des sujets qui sont déjà abordés, qui donnent déjà des réponses, des allègements. Accepter aussi soi-même qu'on est dans des limites, qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Et puis, comme on a vu avant, ne pas rester seul. Vous, mais aussi le jeune ou l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par moment, il faut être proactif. Il faut être proactif, donc venir vers la personne. Donc aussi, si vous voyez quelqu'un pas bien, comme j'ai dit avant, même si elle vous dit non ou elle vous renvoie,
c'est pas grave ça, c'est que vous avez approché la personne, ce qui vous permettra aussi de rapprocher la personne dans un deuxième, dixième temps, et puis la personne, elle vous entend. Donc, même si elle n'est pas preneuse tout de suite, elle va être sensibilisée que vous êtes là et que vous avez du souci ou une préoccupation pour elle ou vous vous intéressez à elle. Et puis, quand vous êtes proactif aussi, toujours amener des choses concrètes, hein. Alors, ça peut être votre sentiment, mais ça peut être aussi des choses que vous avez observées concrètement, comme mettez tout le temps isolé dans ta chambre, ça me préoccupe, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, alors voilà. Être à l'écoute, comme on a dit. Aussi, attester votre remerciement, dire, voilà, ben, moi, je suis contente que tu me parles, c'est important pour moi, c'est important pour toi aussi pour t'exprimer, dire ce qui se passe, ce qui permet à l'ouverture sur qu'est-ce qu'on peut faire. Le questionnement sans pourquoi, ça veut dire quoi? C'est voilà, revenir ce qui est dit pour que la personne précise, parce que pour vous, ça permet aussi des fois de clarifier et d'évaluer. Voilà, est-ce qu'il y a danger? Est-ce que il faut être actif ou est-ce qu'on peut juste prendre plus de temps ensemble, passer, faire une activité ensemble, ce qui permet de vivre des choses positives et le jeune traverse ce moment et puis il sera armé en soi pour faire face à des choses qui sont plus difficiles. Euh, voilà, ne pas rassurer, donc pas dire, pas banaliser, pas rassurer, dire voilà, ça va passer, mais vraiment dans cette écoute aussi, dire voilà, bah ouais, je vois bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu essayes ça? Est-ce que tu me reparles dans 3 jours? Ou on se prend des moments où tu viens à tout moment, voilà, de prendre ça assez au sérieux, parce quand ils vous parlent de leurs préoccupations. Alors, aborder le sujet de la mort, donc ça nous renvoie bien sûr à notre rapport à la mort. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise de parler de ça, d'autres qui sont OK, d'autres qui disent, ouais, c'est pas trop mon sujet. Mais voilà, on peut en parler, mais ça veut dire aussi que parfois, hein, si un jeune vous dit, voilà, moi, j'ai plus d'issue, je sais pas trop, de toute manière, c'est tout nul, je ferais mieux de disparaître. Par exemple, lui dire, là, mais est-ce que tu penses à la mort? Vous allez avoir des réactions parfois oui, je réfléchis des fois. Qu'est-ce qui est dur pour toi dans cette réflexion? Ben, c'est de plus être là pour mes parents. Voilà. Puis des fois, c'est aussi, ah non, 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 mais attends, je te parle de moi, mais je te parle comme ça. Donc, c'est pas du tout ce que je suis en train de vouloir. C'est juste pour dire ou exprimer ce qui me peine trop, quoi. C'est ma peine que je t'exprime à travers ça. Et puis vous, ça vous situe aussi par rapport à la personne. Voilà, puis bien sûr, encourager les jeunes. Ben, vous avez entendu avant, les filles, elles sont plus à l'aise. Je pense qu'elles ont aussi une autre pratique du verbe, de venir dire ses émotions. Elles font beaucoup ça avec les copines, donc elles sont déjà habituées. Les garçons, c'est différent. Eux, il faut vraiment les encourager. Euh, pour qu'ils puissent parler de comment ils vont, leur santé mentale. Voilà, comme on a vu avant dans la définition, bah, de voir aussi est-ce qu'ils trouvent ils vivent des difficultés dans le rapport aux autres, d'être actifs dans la société. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour eux? S'il y a des pensées suicidaires, donc comme on a vu avant, vraiment les faire parler, mais aussi leur permettre de parler. Et puis, dans les victimes de violences, bah, là aussi, là, il y a ce côté secret, loyauté envers les personnes. Ils sont aussi des fois chargés par le fait qu'on leur dise et puis qu'il ne faut pas parler aux autres et puis qu'on parfois aussi sont menacés qu'il arrive quelque chose s'ils le font. Donc c'est une parole assez difficile à, enfin, à libérer hein, pour eux. Donc là aussi, mettre des mots dessus, demander et donner des informations par rapport à ces situations. Voilà, ce qui est OK, pas OK. Voilà, s'il y a des questionnements autour d'identité de genre, parce que aussi dans l'adolescence, même déjà des jeunes enfants peuvent questionner leur identité de genre, d'une part parce que ben, ils le vivent, et d'autre part aussi parce que ça discute autour d'eux, et ils voient des choses, hein. On voit des personnes de plus en plus voilà, qui sont genrées, voilà, qu'on en parle de ça aussi. Euh, Toujours la même chose, ça peut être plus facile ou plus aisé pour soi d'en parler. Et parfois, c'est par exemple difficile de parler de la sexualité, mais là, si c'est difficile pour soi, on peut aussi dire, ben voilà, moi je suis pas à l'aise, mais tu peux, par exemple, contacter ciao.ch avec tes questions. C'est un site où il y a un forum pour les jeunes, où il y a des spécialistes qui répondent à ça, ou tu appelles le 147 et nous, on oriente, ou tu écris au 147 et nous, on peut aussi orienter selon la demande en fait du jeune. Et puis, de nouveau,
pas rester seul, autant le jeune que vous. Et puis, c'est vrai que le jeune, il a le droit d'être soutenu, il a aussi le droit de faire des apprentissages, il a à vivre des choses dans sa vie et à les traverser, mais aussi le droit d'être accompagné pour des moments plus difficiles, vu qu'il est aussi pas encore armé complètement dans toutes ses ressources. Là, ça, c'est une liste que vous aurez à disposition, où il y a quelques adresses qui vous donnent aussi accès à des adresses et des ressources plus amples, plus spécifiques aussi, en Suisse ou en Romandie, dépend où vous habitez. Dans les ressources, ça, je vous laisserai aussi lire, c'était de dire, mais on parle d'écoute active, mais c'est quoi l'écoute? Enfin, d'écoute, hein, l'écoute, et puis l'écoute active, c'est une approche qui est amenée par Carl Rogers, qui a beaucoup travaillé sur l'humain, la relation aux autres, aux interactions. Et puis, là, il y a quelque chose qui est à disposition, en fait, aussi pour dire, voilà, comment on peut faire ça. Il y a des reformulations, c'est reprendre ce que la personne dit. C'est aussi donner de la place au silence. Parce que dans le silence, c'est pas que la personne ne sait plus quoi dire ou vous. Parfois, on voit aussi la personne, mais vraiment, hein, on voit que la personne, elle réfléchit à ce que vous êtes en train d'échanger, ou elle réfléchit à trouver des mots sur ce qu'elle vit. Euh, à observer le langage corporel, c'est aussi de dire, voilà, est-ce qu'il est à l'aise, pas à l'aise, comment je peux mettre la personne plus à l'aise, est-ce qu'elle a besoin d'un verre d'eau parce elle est, elle est pas bien physiquement. Voilà, manifester de l'intérêt, ça c'est quelque chose qui est assez essentiel comme l'écoute, comme on a vu avant. Voilà, et puis après, c'est aussi, je pense, important dans l'écoute, c'est que, comme on a dit avant, parfois la personne, elle cherche pas des solutions. Elle veut juste être écoutée. Et puis pour nous aussi, comment on se met dans cette posture de simplement accueillir la parole, la questionner pour que la personne continue à s'expliquer ou qu'elle continue à explorer aussi son vécu. Et puis, et puis à partir de là, on peut aussi demander, on est dans une co-construction aussi, ou une collaboration, de voir de lui demander quel est son besoin concret. Et puis une autre source, ça c'était par rapport au non-jugement. Ce qui m'importait là, c'était de vous dire qu'il y a euh, bien sûr de recevoir la personne comme elle est, même si c'est difficile parfois parce qu'on va quand même réfléchir. Donc on va aussi dire voilà, comment elle se situe. Donc on va un peu juger, mais c'est pas la personne, c'est la situation. Euh, et puis ce qui est important là-dedans, c'est que la personne en face, si elle veut vous parler de sa pensée suicidaire, elle doit être suffisamment mise à l'aise qu'elle peut parler de la mort, de ce qu'elle pense faire, par exemple, alors que ça peut être pour moi très difficile à entendre, hein, euh, mais que c'est possible. Après, moi, je peux toujours dire à la personne, c'est difficile de m'entendre que tu veux te pendre, par exemple, et que tu as déjà commencé à regarder où tu peux acheter une corde, où tu peux te suspendre. Voilà, ça, je peux lui exprimer. Puis ça, il va entendre et il va aussi comprendre. Mais je vais pas dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire comme connerie? Voilà. Je suis un peu rude là quand j'exprime. Voilà. Voilà, donc moi, c'est ce que m'importait de vous dire, sachant aussi que moi, je ne vous vois pas et puis je ne sais pas comment vous avez pu réagir à tout ça. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour savoir la suite. Merci, en tout cas. Et Merci beaucoup à toi. je pensais au Euh, verre d'eau avant parce que j'ai besoin de boire un verre d'eau. Ah oui. Pas de souci. Donc merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant et très complet. Euh, alors avant de passer aux questions, Mhm. juste un petit commentaire, enfin une question en fait pour les participants. Si vous le souhaitez, est-ce que éventuellement vous pourriez écrire dans le chat quel est votre profil? Est-ce que vous êtes un proche, un travailleur, un parent? Comme ça nous aiderait aussi nous pour les prochains webinaires un peu de calibrer les webinaires. Donc c'est volontaire, hein, mais ça peut être, ce serait très chouette de votre part. Aussi, encore quelque chose que j'ai oublié de mentionner au début, c'est que donc c'est notre premier webinaire qui est donc organisé dans le cadre du lancement de notre répertoire, mais il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets l'année prochaine. Donc restez à jour sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre site web ou avec notre newsletter. Mais donc il y en aura d'autres. Alors je vois qu'il y a eu
une question pour l'instant. Hésitez vraiment pas à les écrire dans le chat, c'est dans l'onglet Q&R, normalement. Moi, j'ai aussi quelques questions, donc je vais commencer par ça, comme ça je vous laisse aussi le temps encore de réfléchir si vous avez d'autres questions. Euh, ouais, une des premières choses que je me demandais, c'est donc, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques aussi par rapport aux âges? Donc, j'imagine que c'est assez différent de comment est-ce qu'on aborde en fait un jeune de 14 ans par rapport à quelqu'un qui a 12 ans, par rapport à quelqu'un qui a 17 ans? Est-ce qu'il y a d'autres tactiques à adopter ou est-ce que au final ça Alors, reste le même? alors, je pense qu'à la base, le principe, c'est la même chose. Après, c'est plus d'adapter aussi à l'âge du jeune. On va être surpris parfois parce que les tout jeunes de 12 13 ans, des fois, ils sont beaucoup plus directs parce que voilà, ils ont moins de filtres, par exemple, mais ils vont plus dire qu'est-ce qui les préoccupe et puis on va pouvoir. Et là, je pense que c'est important de ne pas se dire oh là là, il est trop jeune, on va pas encore parler de ça. Non, c'est sa préoccupation maintenant et puis en discuter. Et puis ça permet vraiment, quand on est dans l'échange, ça permet aussi de situer la personne. Et puis on va pas lui donner des conseils ou des réponses qu'on donnerait à un jeune de 25 ans qui a déjà un autre bagage. Voilà, là, on va pouvoir s'adapter. Voilà, je pense que c'est important dans l'écoute. Et puis après, on peut d'être ouvert à la discussion. Je pense que c'est pour tout le monde. C'est égal quel âge, hein, même un tout petit. Et est-ce que, ben, un peu dans le même ordre, est-ce qu'il y a différentes causes de stress selon l'âge? Tu en as un peu parlé déjà pour la présentation, mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qui se dessinent, ou genre un jeune de 14 ans, c'est une préoccupation Alors, majeure? ouais, alors, je pense qu'on peut. C'est plutôt les contextes. C'est pas forcément le stress en soi, c'est qu'est-ce qui se passe dans le contexte, quelles sont les ressources de la personne. Ben en Suisse, tous les jeunes vont à l'école, donc pour un, ça va pas du tout être un problème parce que voilà, les devoirs, c'est jamais été un stress. Et puis il a du soutien à la maison, par exemple aussi, et d'autres jeunes du même âge, ben ils vont être en très, très grande difficulté parce qu'ils n'ont pas compris la question du devoir, qu'ils n'ont pas quelqu'un à qui demander en dehors de l'école. Voilà, c'est plus ça qui va amener à la difficulté que l'âge. Après, on a, bah, comme on a dit avant, hein, un enfant de 12 13 ans, bah, même, hein, il pose déjà des questions au niveau de la sexualité, mais ce sera moins intense qu'un adolescent qui vit des changements physiques et qui est aussi en train de questionner plein de choses sur son identité sexuelle, par exemple. Hmm. Et puis Ouais, après, ce qu'on voit aussi, l'adolescence, on voit à 18 20 ans, il y a des questions aussi, des préoccupations autour du monde du travail. Enfin, comment mes compétences, je suis nulle, enfin voilà. Donc oui, il y a des fois des thématiques différentes, mais en soi, c'est pas forcément l'âge, c'est ce que la personne vit. ok. Alors, je vois qu'on a aussi une question. Donc déjà, enfin, pas mal de questions par rapport au 147. Donc Oui, déjà, en quelle langue ont lieu les échanges sur le ouais. 147? D'accord. Alors, le 147, quand vous avez, c'est le 147, c'est la même chose pour les parents, si jamais, hein, si ça intéresse quelqu'un, le conseil aux parents. Donc, quand vous appelez, vous allez avoir un message automatique qui vous demande de sélectionner la langue. Vu qu'on est national, donc nous, on répond au 147 en français, allemand et italien. Donc, par exemple, si moi, je suis plus à l'aise de langue italienne, même si je parle au 147, je vais être attachée à l'équipe du Tessin. Donc, je vais avoir des gens qui parlent en italien avec moi. Voilà. On n'a pas encore les autres langues, on est en train de réfléchir comment faire parce qu'il y a des besoins aussi dans d'autres langues. Mais en tout cas, c'est 3 langues nationales. Et toujours par rapport au 147, Mhm. donc quelqu'un nous demande comment ça se passe si un jeune rappelle le 147 plusieurs fois et qu'il aimerait parler à la même personne que la première fois. Est-ce que c'est Ah, possible? Est-ce qu'il y a un suivi s'il y a Alors, plusieurs sollicitations? Alors, ça va pas être possible parce qu'on est en tournus. Nous, on est sur 24 heures sur 24, donc on peut pas, et puis on rentre pas dans ça non plus. C'est pas l'idée de notre approche et de notre service. Par contre, ce qui se passe, donc nous, on a, si vous voulez, comme on fait un tournus, donc nous, on a nos outils. C'est-à-dire, nous, on va, par exemple, alors l'appel, on a des outils hors écriture, c'est-à-dire nos outils à nous, où on voit qu'il y a une personne, elle a appelé, qu'on a convenu qu'on rappelle, enfin, qu'il rappelle. Des fois, quand quelqu'un est en pensée suicidaire et en risque de suicide, là, on convient avec la personne qu'on la relance aussi, si on n'a pas de nouvelles. Donc, on propose toujours aux gens de venir vers nous
parce que c'est plus simple, parce qu'on ne va pas non plus les embêter tout le temps. Mais il y a des moments où on voit que, par exemple, un jeune est en difficulté, on va lui dire, écoute, nous, on va enclencher un bout de suivi, un petit moment avec toi, puis on négociera toujours avec toi si ça va ou pas. Et là, on a entre nous la consigne, on a un fichier où on dit, voilà, on relance la personne, et puis un message qui sort, c'est sur WhatsApp, hein, pas par téléphone. On n'a pas ça pour le téléphone. Et puis, si la personne, elle veut retrouver la même personne, ben, elle devra contacter à plusieurs reprises pour trouver la bonne personne. Mais ça, en général, elle nous dit hein, aussi, ah, mais vous êtes là la prochaine fois, quand? Ben, là, on va lui expliquer comment on fonctionne. Et puis par rapport au suivi, donc sur le principe, non, on est un service bas seuil, donc les personnes peuvent nous appeler X fois, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a eu des jeunes, c'est plus avec les jeunes, hein, qui nous appellent effectivement fréquemment. Et puis selon où ça se situe dans la démarche de la personne, on va à un moment donné aussi lui dire, écoute, là, tu as mis des choses en place, on reste peut-être important pour toi, mais là, on te propose, tu nous appelles une fois par jour, on te répond une fois, ou on se rappelle une fois par semaine. Donc, on va convenir des choses avec la personne, parce qu'on ne va pas installer des suivis, on n'a pas ça. Ok, ouais. Donc, je vois qu'il y a une question aussi par rapport, enfin, si c'est possible de réécouter la présentation. Donc oui, c'est possible. On va la mettre en ligne, la partie de la présentation, sur notre site, sur Profamilia. Donc, pas de problème si vous êtes arrivé en retard. Et en effet, en fait, la conversation est fermée. Donc, merci beaucoup à celles qui ont déjà affiché leur profil, se sont présentées dans l'onglet QNR. C'est parfait. Alors, sinon, j'ai une question de Caroline qui dit... Alors, elle est mère d'une jeune fille de 15 ans Mhm. et revendique beaucoup d'indépendance et d'autonomie. Et elle est très secrète sur ce qu'elle fait et passe beaucoup de temps seule. Est-ce que c'est une demande de reconnaissance? Est-ce qu'il faudrait... Est-ce une demande de reconnaissance de son indépendance ou plutôt un signe de détresse? Ok. Alors, là, comme ça, c'est difficile de dire. Je pense que c'est important d'approcher, parce que c'est normal qu'ils veulent aussi de l'indépendance. On est d'accord. Après, si moi, en tant que parent, je suis préoccupée parce que je me dis, je suis pas sûre que si c'est tout à fait ce qu'il faut faire, eh ben, on discute ensemble et puis on convient parce que cette jeune fille, elle veut être indépendante, elle veut être autonome, donc je vais convenir avec elle en tant qu'adulte, ben, comment on fait parce que c'est pas OK non plus que moi, en tant que parent, je suis pas à l'aise ou que je suis pas tranquille. Donc, comment on va pouvoir faire? Et puis aussi, alors là, comme on a vu avant, ben, approcher et oser demander à votre enfant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est en train de se retirer, s'isoler, ou est-ce qu'elle est vraiment en train de faire des choses pour son indépendance, par exemple? Et puis, on peut aussi même dire, voilà, tu me parles de ça, mais en même temps, je te vois t'isoler. Et puis mettre des mots dessus. Je te vois t'isoler et ça me préoccupe. Et puis de voir ce que la jeune explique, quoi, aussi. Et puis après, je pense qu'il y a des moments, ce passage est vraiment pas simple, hein, vers de l'adolescence au jeune adulte, mais c'est aussi un apprentissage pour le jeune adulte de savoir que ben, on ne devient pas juste autonome. Il y a des négociations, il y a des règles, il y a des choses qui doivent convenir à tout le monde, il y a des questions qui se posent, il y a des évaluations qui se font. Est-ce que ça, c'est OK pour Caroline? Euh, Ben, elle bon, nous j'ai dira, pas de elle nous réaction, dira. elle Ah me oui, oui, dira. elle nous dira. Oui, oui. Mais ouais, j'avais aussi une question qui allait un peu dans le même sens au début, qui Mhm. était voilà, de savoir comment est-ce que, voilà, si la personne veut pas s'ouvrir, comment est-ce qu'on peut l'approcher même si elle veut pas s'ouvrir? Ouais. Euh, donc, du coup, j'imagine que c'est un peu ça aussi, il faut essayer d'ouvrir le dialogue. Ou bien, Alors, je pense une personne qui a plutôt une attitude fermée ou bien qui vous renvoie, c'est difficile. Et puis, je pense qu'il faut approcher la personne sans enfin, l'attente qu'elle s'ouvre. Le souhait, il va être là, mais pas l'attente. C'est-à-dire, voilà. Et puis, on peut aussi dire à la personne, bah, écoute, moi, j'ai besoin de parler de ça. Alors, je vois que tu n'es pas prêt maintenant, mais sache que je vais revenir ou viens-toi quand tu seras prêt. Et puis, après, c'est comme toujours, hein, quand on dit des choses comme ça, il faut suivre. Ça veut dire que si je te dis, je reviens vers toi parce que voilà, je veux vraiment avoir cette discussion avec toi. Puis après, il y a des supports. Ça veut dire, bah, si c'est trop difficile à parole, est-ce qu'on peut s'asseoir? On dessine quelque chose, on fait quelque chose ensemble, on sort, on fait, voilà. Et puis qui permet de peut-être mettre en situation où c'est la personne ou nous deux pour avoir un échange. hmm,
Là, une autre question, c'est comment interpréter, donc enfin, comment interpréter les dires de notre fille quand elle dit avoir une phobie envers l'écolage au niveau du cycle, donc du secondaire, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, quand elle développe. J'entends plus. Oui, qu'est-ce qu'elle a développé ou qu'est-ce Pardon. qui... Et donc, Oui, apparemment, elle dit développer une ouais. phobie scolaire. Voilà. Alors déjà, enfin, comment faire? C'est-à-dire bah, déjà prendre, enfin, entendre et puis dire, voilà, bah, ça, c'est préoccupant, hein. Moi, j'ai ma fille qui me dit ça, je m'inquiète. Ben, je questionnerais un peu qu'est-ce que ça veut dire phobie de l'écolage ou scolaire, qu'est-ce que ça veut dire pour, enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement, enfin, qu'elle vous donne des éléments concrets pour que vous puissiez aussi dire, bah, ok, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est un mot qu'elle dit, qu'elle a entendu puis qu'elle dit parce qu'effectivement il y a des choses qui sont moins faciles ou est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'une phobie c'est quelque chose d'important, hein, donc à un moment donné, et puis après aussi peut-être dire à votre enfant que bah, là, avec ce qu'elle vous explique, c'est vraiment important et on va voir le médecin qui va évaluer. Ça peut être le pédiatre qui va prendre un moment avec l'enfant, qui va discuter. Voilà. Puis après, peut-être aussi questionner qu'est-ce qui se passe à l'école, voir peut-être avoir un contact avec l'enseignant. Est-ce qu'ils perçoivent quelque chose de ce style? Parce qu'il y a quand même aussi ce phénomène entre les jeunes, hein, ils parlent beaucoup. Euh, et puis, on voit ça très fort dans les petits enfants qui reviennent de l'école primaire et puis qui nous envoient plein les oreilles de termes qu'on se dit, mon Dieu, mais où il a entendu ça? Ben voilà, dans l'adolescence, il y a aussi de ça, mais il y a aussi déjà des préoccupations réelles, d'angoisse, d'éléments qui peuvent se développer, comme on a vu avant, et devenir problématiques au niveau de la santé mentale. Donc une autre question, c'était aussi, est-ce que, parce qu'au début, donc dans la présentation, je pense que tu Mhm. mentionnais que une des grandes causes de stress, c'est la pression autour de la performance. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens, donc dans le cadre de la famille, de faire baisser cette pression? Alors là, ça va dépendre de la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et puis, je pense, pour moi, parce que ce qui est difficile des fois, c'est on se dit que, enfin, on perçoit ça, on le vit, et puis personne n'en parle. Personne dit qu'il y a de la performance à tenir, que c'est pénible, que de temps en temps, on va se dire, bon, stop, performance ce soir, on fait rien, on va sortir, on va faire, je sais pas, un billard ou quelque chose, on va du baby-foot, on décharge un peu, voilà. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent amener aussi, ben, comment on gère cette performance. Après, hein, je pense que ça peut être aussi difficile, dépend ce qu'on on souhaite et puis on attend aussi pour son enfant bah, s'il doit apprendre à gérer de la performance, parce que ça va être important qu'il ait performance et qu'il se donne les moyens, qu'il apprend ça. Donc avec des moments aussi où on se détend. Et une autre question, donc, ce serait, à quel moment en fait il faut intervenir en cas de crise? Donc à quel moment est-ce que vraiment on voit il faut absolument réagir? Ouais, alors, bon, déjà, l'état de crise, on va dire, mieux ne pas arriver à ça. Donc, il y a déjà beaucoup avant qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que dans l'état de crise, c'est très, 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 très dur aussi, soit d'avoir accès à la personne, soit de savoir quoi faire. Nous-mêmes, on est très émotionnels. Quand vous avez quelqu'un qui est en crise en face de vous, ça vous touche. Donc, voilà, des fois, on perd aussi des moyens. Donc, je dirais plutôt avant. Et puis, l'état de crise, c'est aussi qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous hurle dessus parce que là, il y a trop, hein? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre son sac à dos et dire, voilà, je me taille. Donc ça, c'est aussi quelle situation de crise ça se présente. Et puis vraiment, je pense que ce qu'on peut mieux faire par rapport à ça, c'est d'anticiper, d'être beaucoup plus actif avant ou réactif avant qu'on arrive à cette situation. Vous savez, alors après là, c'est l'histoire du conflit et de la confrontation. Et puis, moi, je ne vous ai pas dit, mais je suis éducatrice à la base. Et puis, quand j'avais un collègue, j'ai travaillé aussi dans la formation des travailleurs sociaux. Et puis, un collègue me disait tout le temps, il ne faut pas arriver à la crise. Parce que là, la rupture est très proche. Par contre, le conflit, ça va très bien. Alors, pas tout le monde qui aime, mais ça va très bien parce que c'est dynamique, c'est créatif aussi. On apprend des choses quand on aborde et on rentre dans un conflit. Après, il faut peut-être se donner les moyens pour être à l'aise dans un conflit. Euh, et puis, conflit, ça ne veut pas dire la crise, c'est beaucoup plus grave. Le conflit, en soi, c'est pas top. Enfin, on n'est pas très content, mais c'est dynamique et c'est
assez intéressant parce qu'il y a des choses qui se clarifient, des choses qui se disent, des choses qu'on a dit, ah, mais t'as compris ça comme ça, mais je suis pas du tout, j'ai pas du tout voulu dire ça, donc on régule, voilà. Donc plutôt rentrer en conflit que devoir intervenir dans la crise. Et bah, dans ce cadre aussi, il me semble que Mhm. tu disais donc, qu'il y avait une augmentation de 25% des interventions en cas de crise. Chez nous, ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une Comment ça explication? Est-ce que... s'explique? Ouais. Alors, bon, déjà, hein, intervention de crise chez nous, ça veut dire qu'on fait, ce que je vous avais dit avant, on active, enfin, on est actif dans l'intervention d'un service externe. Ça veut dire chez nous intervention de crise, hein. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, déjà, je pense que c'est dans nos statistiques, on voit bien, on est beaucoup plus sollicité qu'un certain temps. Donc, oui, il y a plus d'interventions de crise parce que ben, les personnes viennent avec des préoccupations de manière plus nombreuse. D'accord? Et puis après, c'est donc comment nous, on enclenche une intervention de crise, c'est aussi qu'on évalue avec la personne. Donc, c'est pas systématiquement qu'on doit faire une intervention de crise. C'est vraiment aussi de voir, et puis ça, c'est des situations où il y a un peu, voilà, le risque est trop élevé, soit, alors c'est des thématiques autour de la pensée suicidaire ou la violence. Et puis là, c'est vrai qu'on va être plus, voilà. Après, c'est pas des situations où parce que le trouble psychique, par exemple, le mal-être psychologique, ça va pas être une crise chez nous. Ça va être plus ben, une intensité, mais qu'on va orienter la personne sur des services externes. Et puis, il y a une démarche possible. Voilà. Et puis parfois, alors ça nous arrive aussi qu'on a un jeune et puis on voit que c'est difficile, l'énergie est très basse, que la compréhension elle n'est pas là. Donc ça arrive aussi qu'on dit, est-ce que ta maman ou ton papa est là? Est-ce que tu peux nous passer au téléphone? Et parfois on doit un peu négocier ou préparer le jeune qui nous passe le parent parce que des fois ils nous disent aussi, ben justement, je ne veux pas parler à maman et papa parce que je ne veux pas les inquiéter, je ne sais pas comment dire, voilà. Et puis quand on est là, ben, on peut faire une conférence aussi, hein, comme je vous avais dit pas seulement avec des professionnels, mais aussi avec des parents, où on dit, bah, OK, alors nous, on appelle tes parents, est-ce que tu es OK pour ça? Puis on téléphone ensemble. Alors ça, c'est des situations qui existent et puis qui sont assez intéressantes aussi. Donc on devient tierce dans la discussion et dans la relation entre l'enfant et le parent. Et aussi, bah, je vois qu'il y a pas mal de professionnels dans le chat, donc dans ce Mhm. sens, est-ce que comment approcher les parents, parce que je pense que c'est pas toujours facile non plus dans ce cadre d'intégrer les parents dans la discussion. Est-ce que ouais, il y a une manière de Ouais. d'approcher la discussion avec eux? Alors, donc nous, dans 147, on fait ça assez simple, hein. C'est-à-dire, voilà, ben, on discute. Alors, c'est surtout quand on est au téléphone. Et puis, quand c'est en WhatsApp, ben, c'est là où on va plus travailler sur rendre conscient le jeune qu'il a des ressources auprès de ses parents, de l'aider à savoir quoi dire, comment dire, réfléchir aussi à ses craintes, mais pourquoi il ne veut pas aborder ses parents alors que bah, ils sont là et puis que bah, on a vu avant, hein, les parents sont des ressources importantes pour les jeunes. Puis maintenant, en tant que professionnel, ben, c'est tout comment on travaille avec les parents. Je pense que où c'est très important, c'est quand un jeune vous confie quelque chose et il vous dit, voilà, il faut que tu gardes le secret. Là, c'est vraiment, enfin, selon ce que c'est, il y a une marge de manœuvre possible. Mais si c'est des pensées suicidaires, là, il faut juste lui dire, non, ça va pas. Là, on va intégrer tes parents. Et puis après, c'est pas toujours simple parce que les parents peuvent tomber des nues. Ils n'ont jamais pensé à ça. Leurs enfants n'ont jamais montré de signe que, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a une phobie, mais il me semble qu'il est un peu triste. Mais voilà, mais voilà. Et puis c'est parfois difficile parce que les parents peuvent très vite se sentir accusés de quelque chose qu'ils ont mal fait, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, là, on est dans ce que a été dit avant, ben, l'enfant, c'est aussi un être, il prend aussi son autonomie et il a sa vie. Donc, non, on n'est pas, c'est pas notre faute. Et puis, par contre, on est une ressource. Donc, comment on peut aussi être présent pour eux et puis comment un professionnel peut expliciter ça aux parents, désamorcer peut-être ces réactions de refus aussi ou de rejet. Ou de dire, voilà, c'est notre vie privée. Ben oui, c'est votre vie privée, mais nous, on veut faire juste le lien. On est un intermédiaire et que c'est important pour votre enfant. Ou la situation, aussi là, dépersonnaliser la situation qu'on a pris connaissance, elle est importante et nous devons nous mettre ensemble pour discuter de ça. Puis aussi rassurer les parents que on va leur laisser l'espace et puis on va aussi, c'est eux qui vont prendre le relais, c'est pas nous. Sauf s'il y a des signalements à faire à un moment donné, quoi.
Euh, ok, est-ce que aussi dans les participants, est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui vous intéresseraient? Vous avez encore quelques minutes pour les poser. Sinon, moi, quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était donc ce chat entre pairs dont tu Oui, parlais. ouais, Afro Juventude, est-ce que tu peux un peu oui. Alors m'expliquer? le chat à Proyo Tutte, il existe en Suisse allemande 3 fois par semaine et chez nous une fois, le lundi. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait le même principe, c'est une consultation mais écrite. Et puis c'est comme un petit forum. Donc là, il y a, ce qui change, c'est que c'est des pairs. Ça veut dire que nous, on a des bénévoles jeunes qui ont justement 17 et je crois 23, 24 ans, qui consacrent du temps ce lundi soir et puis qui sont dispo pour échanger sur les préoccupations des gens qui écrivent, enfin des jeunes qui écrivent. Alors là, ça peut être quelqu'un de 12 ans comme quelqu'un de 15 ans. Et puis, ils sont accompagnés, ils viennent au bureau chez nous à Lausanne, et puis ils sont accompagnés par un conseiller. Ça, c'est juste un appui. S'il y a des situations trop complexes ou s'il y a quelque chose qui est difficile pour eux ou pour débriefer, parce que quand ils échangent, il y a des fois des choses qui les émotionnaient aussi, et puis on va débriefer avec eux. Et puis en général, ils sont 3-4. On a une équipe de 8 ou 10 personnes, ça dépend des disponibilités des gens. Et puis ils sont vraiment en ligne 2 heures. Voilà, ils échangent, voilà. Et puis il y a des gens qui viennent. Il y a une ligne spéciale, c'est quand vous allez sur l'internet 147, il y a dessous le téléphone, le WhatsApp, voilà. Et puis le pied de chat, voilà. Et puis ça, ils échangent. Et moi, avant, j'ai parlé du ciao.ch, parce que pas être Saint-Ch, ça fonctionne aussi sur ce principe, c'est de dire, voilà, c'est des jeunes entre eux, sauf qu'il y a pour des questions spécifiques, ça renvoie à des spécialistes qui vont répondre dans X heures, hein. Et puis, donc pas tout de suite, c'est pas en interaction directe. Et puis, euh, et puis là, il y a aussi des adultes qui interviennent dans le forum si c'est nécessaire. Voilà. Mais sinon, c'est ouvert. Voilà. Et nous, c'est un petit peu, voilà, c'est des jeunes, mais il y a quand même les professionnels qui sont présents au cas où. Voilà. Et puis c'est super intéressant. Donc le retour que j'ai des collègues qui accompagnent les jeunes, c'est qu'il y a des fois des réponses à des préoccupations qui sont intéressantes et créatives, qui sont jeunes, ça veut dire pas déjà tout réfléchi qu'on pourrait avoir nous les adultes. Donc c'est riche et ça marche bien dans le sens que bah, ça tourne. Et puis en Suisse allemande, pourquoi 3 en Suisse allemande? Parce qu'il y a beaucoup. Enfin, en général, hein, les chiffres en Suisse allemande, il y a presque 3 fois plus qu'en Romandie. Donc c'est vrai qu'ils proposent plus parce qu'il y a plus de demandes. Ok. Donc encore une dernière question que j'aurais, et de nouveau, n'hésitez pas si vous en avez d'autres à les mettre dans le chat. Euh, voilà, est-ce que par rapport à la différence en fait entre le mal-être des filles et des garçons, Ouais. est-ce que c'est vraiment lié au fait que les filles ont plus de facilité peut-être à ouvrir la parole, hein, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons potentielles derrière? Alors, donc nous, on recense les statistiques et les baromètres, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a les filles, euh, elles sont vite préoccupées pour beaucoup de choses qui les concernent, notamment justement dans le développement qu'elles ont, le physique, aussi des préoccupations sur l'apparaître. Elles sont aussi beaucoup sollicitées, hein, dans les réseaux. Il faut être belle, voilà. Donc, je pense qu'elles sont je dirais aussi que quand elles grandissent, il y a des vulnérabilités qui apparaissent, mais aussi dans la relation avec les adultes, par exemple. Donc, elles vont venir parler de ça. Et je pense que le grand truc, c'est vraiment qu'elles parlent, mais qu'elles vivent aussi des choses un petit peu différentes. Les garçons, ils sont parfois très intégrés, ils font du foot, donc ils sont dans un club, et puis il y a des choses, ils ont des ressources autour d'eux. Donc, ils vont peut-être moins vite venir vers nous. Moi, les jeunes que j'ai eus au téléphone, par exemple, c'est des garçons, c'est vraiment des jeunes où ils parlent de leur solitude et de leur isolement. Donc, c'est des jeunes qui ont perdu de contact, qui sont plus dans des activités et puis qui ont le besoin de venir vers quelqu'un. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi des réalités qui sont un petit peu différentes dans ce qu'ils vivent. Et puis après, on sait en général, l'accès aux garçons, c'est pas simple. Ouais. Mais je pense et puis ben, les garçons, ils vivent pas forcément la même chose dans leur évolution que les filles, hein. Ils sont pas confrontés forcément aux mêmes choses. Alors ça dépend aussi parce qu'il y a des garçons qui sont aussi dans la quête d'identité sexuelle et puis qui s'intéressent beaucoup aux choses féminines.
Et puis eux, ils vont plus venir, mais avec toujours cette difficulté de prendre la parole. Puis après, quand ils ont réussi à la prendre, ils la gardent. Ok, bah merci beaucoup pour tes réponses. Merci beaucoup pour ta présentation en général. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas d'autres... Ah, est-ce qu'il y a une autre question qui est venue? Non, donc il n'y a pas d'autre question qui est venue. Euh, je te remercie à toi et je Merci à remercie toi. aussi les participants d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On prend vos retours avec plaisir si vous avez des suggestions Ouais. pour les prochains webinaires, s'il y a des choses à changer, à améliorer, quoi que ce soit, ce serait la bienvenue. De nouveau, n'hésitez pas à aller voir aussi notre nouveau répertoire en ligne si vous avez besoin d'aide ou de soutien sur quoi que ce soit. Vous pouvez sûrement trouver l'association qu'il vous faut sur ce répertoire. Et, euh, et voilà, bah merci beaucoup Véronique. Ça a été très, très intéressant. Merci à Et vous pour l'invitation il n'y a pas et de puis pour quoi. la participation. Mhm. Bah, je vous souhaite à tous d'avoir une bonne soirée. Et comme déjà mentionné, ce sera en ligne ce webinaire. Donc si vous avez envie de revoir quoi que ce soit, n'hésitez pas. Au revoir tout le monde. Au Bonne revoir! soirée. Au revoir.